ça, ce sera le moment où j'ai le téléphone comme ça. En fait, pendant que je recule, tu te retournes, Et je te tac, et tu te retournes avant que ça rentre. Tu veux que je sois vraiment posé au Enfin, début? qu'ils viennent vraiment comme juste ça. Je regarde en mode. Un petit truc à la caméra, tu te retournes et. Mais vraiment naturel, y a pas de. C'est pas scripté, tu vois. Okay. Ouais. Là, je pense que ça va le faire. J'ai le droit d'assister à ça ou c'est un moment un peu perso Bien sûr. Mais le truc, c'est que sur la vidéo de démo que t'as envoyé, le sujet il est fixe, tu vois. Ah oui, c'est trop facile. C'est une table blanche, tu vois, y a tout qui va, mais on peut quand même y arriver. On a qu'à dire, on dit quand même première prise. Première prise réussie. En vrai, c'est vrai. Bah, sur le dernier rush. C'est vous êtes exigeants aussi là. Salut à tous, on est parti pour un épisode de World Wide Fam avec Puma. C'est le 5e épisode et aujourd'hui on est avec Léopold Cavalière. Tu vas bien? Ça va super. On fait comme si on s'était pas vu juste avant pour faire un Reels créatif. Ouais. Vous allez voir sur Instagram un petit contenu qu'on a fait en 24 minutes. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, c'était intéressant de commencer par ça parce que d'habitude, les joueurs avec lesquels je fais des interviews, on commence par l'interview et après on fait le Reels créatif. Et là, c'était marrant de commencer par ça, mais tu as été de très bonne volonté, du premier jusqu'au 28e essai. Pour l'anecdote, j'ai mis le premier. Ouais. Mais je suis avec des gens exigeants et j'aime bien ça. Et du coup, j'ai dû mettre un deuxième et lui, il est arrivé un peu plus en vrai, l'attitude du dernier était bien mieux. Ouais. Donc, on se connaît pas et c'est pour ça qu'on fait cette interview. Je vais te poser des questions que j'ai en tant que fan de basket, mais qui ne suit pas de très près le basket de manière, les classements, etc. Mais je vais voir des matchs et j'en filme énormément. La première fois que je t'ai vu jouer, c'était à Limoges. Tu jouais déjà avec Strasbourg. Je crois que ça doit être 2021 et tu t'es fait siffler dans ce match-là. Ouais, j'adore. Ouais. C'est exactement là que je voulais en venir. Donc je voulais savoir comment on aborde un match comme ça et comment ça te nourrit. Honnêtement, des matchs comme ça, j'essaie de les aborder comme tous les autres. Alors comme tous les matchs où il y a un petit aspect émotionnel différent, tu te mens un peu à toi-même quand tu dis ça parce que au final, tu y penses un peu. On n'est pas des robots, ça rentre forcément un peu dans notre tête. Pour autant, moi, c'est vraiment du pur plaisir quand je vais à Limoges et que je me fais siffler. Parce que déjà, c'est la fierté d'avoir été vraiment capitaine de l'élan Béarnais, tout ça, un peu l'ennemi juré. Et ça veut dire un peu que je les ai marqués, quoi, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont passés par Pau. Tous ne font pas autant siffler que moi. Et donc vraiment, je kiffe ce moment-là. C'est une sorte de reconnaissance. Sur un de mes derniers matchs avec Pau, là-bas, j'avais eu une énorme banderole pour WAM, vraiment au deuxième anneau, qui disait, parce qu'ils sont un peu moqueurs et parfois, ils arrivent à mettre un peu fin, les Limougeaux, pour une fois. Ils avaient dit Léopold, la moustache, c'est pas sur le front. Référence à mes sourcils un peu volumineux, tu vois. Et j'avais adoré. Franchement, c'est encore une fois une reconnaissance. Et non, c'est cool, j'apprécie vraiment ça. Et je suis un peu deg parce que cette année, j'ai pas pu jouer à Limoges, j'étais blessé. Et c'est un des regrets de ma saison. Ouais. Parce que est-ce qu'il y a pas quand même une petite boule au ventre quand tu arrives? Après, peut-être tu as l'expérience maintenant, mais... Ouais, non. C'est plus de l'excitation, en fait. Il faut que j'arrive à gérer justement cette excitation parce que c'est pas... Limoges, c'est une très belle ambiance en France, encore plus quand c'est un peu... Attention, ça va ressembler à des compliments. Hein. Ouais, presque. Hein. Non, mais je te dis, j'ai de la reconnaissance pour les fans, même si parfois ils peuvent être catastrophiques, je vais pas rentrer dans les détails. Pour autant, ils sont vraiment passionnés. Et ça, tu peux que le souligner et vraiment... Mais de toute façon, avec le feu de la passion vient forcément des débordements. Exactement, ça fait partie du jeu. Et donc, voilà ce que je disais, Limoges, dans le paysage du basket français, c'est une belle ambiance. Pour autant, aujourd'hui, en Europe, il y a des choses qui se font beaucoup plus belles encore. J'ai pu jouer en Israël, j'ai pu jouer en Turquie. Et c'est vrai que j'ai rencontré des trucs encore plus énormes quoi, en termes d'ambiance. Donc, faut s'y habituer, il faut connaître, ça fait partie du job et je pense qu'aujourd'hui, avec mon expérience, c'est plus trop un problème. C'est marrant, j'ai déjà beaucoup regardé le comportement des joueurs qui venaient d'arriver en NBA, qui font leur premier match et qu'on a vu jouer très bien en France, mais tu vois qu'ils sont stressés. Tu vois, Et je voulais savoir si tu te retrouvais un peu dans ce genre de comportement quand tu arrives où tu sais que tu es attendu. Ouais. Ou même sur du 3-3, tu vois, sur des matchs importants. Est-ce que tu as encore un petit stress avant les matchs, que ce soit pour te faire siffler ou autre, ou parce qu'il y a un enjeu, ou est-ce que tu arrives à te préparer mentalement à ce genre de rencontre? Alors, j'ai bossé là-dessus avec une prépa mentale, j'essaie vraiment de progresser et plus je gagne en expérience, plus c'est facile. Pour autant, ce serait te mentir de te dire qu'il n'y a jamais de stress, c'est tout le temps le même match pour moi, c'est tout le temps tu vois, de l'objectivité, mais en vrai, il y a certains matchs où il y a une pression supplémentaire et je la sens. Et aujourd'hui,
j'ai appris à avoir confiance en moi, mais c'est pas quelque chose qui a toujours été présent. Tu vois, tu me parlais de la NBA, la mentalité là-bas, c'est je suis le meilleur. Je suis le meilleur, je vais te le prouver, je vais t'écraser, tout ça. Moi, j'ai pas été éduqué là-dedans. Et c'est vrai que ça m'a demandé un effort d'arriver à avoir confiance en moi et de vouloir plus. Presque, je me satisfaisais de ce que j'avais parce que je me disais, ah, c'est déjà bien, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai compris que dans ce monde-là, tu réussis pas si tu réfléchis comme ça, il faut avoir faim, quoi. Et du coup, j'ai dû apprendre ça. Et quand tu parles de confiance en toi, c'est en tant qu'homme ou en tant que joueur? C'est surtout en tant que joueur. Je pense justement que mon éducation a réussi à me bâtir en tant qu'homme, tu vois, une belle personne, tu vois. Je pense que ça fait un peu prétentieux peut-être de dire ça, mais je pense que j'ai une bonne éducation et que aujourd'hui, j'ai des qualités que tu pourrais associer à une belle personne, même si je suis pas parfait, hein, on va pas se mentir. Mais en tant que joueur, c'est venu après. C'est ça qui a vraiment été compliqué. C'est intéressant. Ouais. Et alors, on va pas rentrer dans des trucs de prépa mentale, mais si jamais il y a des jeunes qui regardent cette vidéo, ou même des moins jeunes d'ailleurs, mais qui étaient au stade de toi d'avant, c'est quoi les gros outils de prépa mentale qui te permettent de... Est-ce que c'est de la visualisation? Est-ce que c'est des mots-clés qui te rappellent des situations où tu as réussi? Quels sont les outils idéaux pour aborder un match stressant? Alors, c'est peut-être légèrement technique, mais moi, ce qui m'a aidé, c'est la respiration. J'ai bossé donc avec ma prépa mentale, elle m'a un peu orienté sur ça, elle m'a guidé, et j'ai un peu approfondi le truc. Et il y a des moments où j'arrive à me calmer juste avec la respiration. C'est des réponses physiologiques, on ne va pas encore rentrer dans le détail. Mais alors, tu dis que tu arrives à te calmer parce que forcément, en gros, ça veut dire que tu peux le faire que quand tu es stressé? Ouais, oui, en fait, c'est plus utile pour moi dans ce sens-là. J'ai pas besoin de m'activer. Tu sais, dans ma manière de jouer, dans ma personnalité, je suis déjà souvent activé, parfois suractivé. Et c'est là qu'il faut que j'apprenne à gérer encore un petit peu. Mais c'est vrai que la respiration, je ne vais pas donner les consignes exactes, mais moi, c'est ça qui m'a pas mal aidé. Et tu parlais de visualisation. C'est aussi quelque chose qui, moi, m'a aidé parce qu'à l'entraînement, j'essaie de me mettre vraiment dans les conditions de match, tu vois. Et c'est ça qui m'a apporté. Tu te remets les banderoles, la moustache, c'est pas sur le front. Exactement, ouais. Est-ce que, quand tu étais jeune, tu avais déjà la vision de ce que tu allais faire dans le basket? Ou est-ce que il y a un jour un coach qui t'a dit « t'es grand, t'as un bon potentiel, tu peux aller plus loin ». À quel âge tu as eu le switch de « ah bah en fait, si je taffe, ça peut être mon métier ». Comme je disais, c'est toujours en rapport avec l'éducation. Moi, c'était du kiff le basket quand j'étais petit. On me disait ouais, t'es grand et tout, faut que tu sois surclassé. Je disais non, moi je veux jouer avec mes potes et tout, pas être surclassé. Et en fait, c'est venu, je pense, à mon entrée au Pôle Espoir. Parce que tu sais, Pôle Espoir, bon, t'as 13 ans, on te dit ouais, tu fais partie des 5 meilleurs joueurs de la région, de ta génération. Et tu vas faire un peu moins de cours, un peu plus de basket, et l'objectif c'est de devenir pro. On te le dit. Moi, je me dis devenir pro et tout. Et à partir de là, mon objectif, ça a vraiment été de vivre du basket. Et encore une fois, tu vois, le manque d'ambition a fait que c'était pas jouer en première division, gagner un championnat, gagner des milliers des cents, tu vois. C'était vraiment pouvoir mettre à manger dans mon assiette grâce au basket. Et c'est après que tout a évolué au fur et à mesure. Et est-ce que dans ton éducation ou ton entourage, est-ce qu'il y avait des passe ton bac d'abord, il faut que tu aies quand même des diplômes? Ou est-ce que c'était all-in, Non, il y a un potentiel? Moi, c'était grave la mentalité, c'était ça, c'était passe ton bac. J'ai même été jusqu'à un BTS et assurer un peu les arrières, quoi. Et c'est que après mon BTS, quand j'avais 19 ans, je me suis dit, allez, je me lance à fond maintenant, même si déjà, je te cache pas, le BTS, c'était vachement aménagé. Et du coup, c'est dans quel domaine? C'était gestion d'unité commerciale. Ok. C'était en fait, pour pas te mentir, c'était un partenariat qu'il y avait avec le club de Pau. J'avais très peu de cours et à la fin, j'avais un diplôme. Donc c'était vachement arrangeant pour moi. Donc c'est autour de mes 18 ans vraiment que j'ai pu faire le switch 100% basket. Ok. Et petite transition sur ce que tu as étudié. Alors peut-être effectivement si c'était un partenariat avec le club de Pau. Est-ce que tu penses déjà à l'après et est-ce que ce sera dans le basket? Alors je pense déjà à l'après. Ce sera pas dans le commerce, je pense. Je suis en première année d'études de kiné à Strasbourg. Et donc il n'y a pas de partenariat, c'est toi qui as décidé ouais, Là, moi, alors en fait, pour rentrer encore une fois dans le détail, je suis en équipe de France 3-3, donc j'ai le statut de sportif de haut niveau. Je suis sur la liste ministérielle. Chose que tu n'as pas, paradoxalement, en étant juste professionnel, en vivant du basket, en voyageant à l'autre bout de l'Europe. Tu n'es pas sportif de haut niveau sur la liste ministérielle. Et là, je l'étais, donc ça m'a ouvert des formations un peu en mode facilité. Par exemple, pour être kiné, il faut faire la première année de médecine d'abord. Moi, j'ai pas eu à faire ça, je suis entré direct en kiné. Donc moi, l'après, je me vois là-dedans.
La deuxième question, c'est est-ce que ce sera dans le basket? Je pense que dans un premier temps, non. Dans un premier temps, j'aurais peut-être besoin de souffler un peu, de m'éloigner de ce milieu. Et pourquoi pas y revenir dans une deuxième partie de carrière. Tu vois, aujourd'hui, bon, il peut se passer plein de choses, mais le plan, c'est être diplômé à la fin de ma carrière, bosser en libéral, tu vois. L'avantage du libéral, c'est que tu gères un peu tes horaires et tout, la vie de famille. Et dans un second temps, pourquoi pas réintégrer le monde du haut niveau à travers le basket ou même un autre sport. Ok, oui, n'importe quelle discipline. Ouais, bah, Tu veux te faire la kiné du sport ou... Ouais, quand même. ouais, quand même. Je serais vachement orienté kiné du sport, même si, voilà, aujourd'hui, pour avoir un diplôme, il faut tout connaître. Ouais. Pour autant, oui, ce sera vraiment l'aspect, de par mon expérience, qui m'attirera le plus. Ouais. Allez, on continue les transitions vers le 3-3 équipe de France. Ouais. J'ai eu l'occasion parfois de faire quelques tournois, etc. Le cardio, c'est différent. Le fait de faire plusieurs matchs dans la journée, c'est différent. Est-ce que tu te prépares pareil à un match de 3-3 qu'à un match de 5-5? Non, tu peux pas te préparer pareil parce que, bon, ok, l'effort il va être intense, mais tu vois, par exemple, un match de 5-5, je viens plus de 2 heures avant à la salle. Si je viens plus de 2 heures avant au match de 3-3, bah, je perds un temps fou, sachant qu'il y a 3 matchs dans la journée peut-être, je peux pas me permettre. Donc il faut arriver à être plus sharp, plus efficace dans la prépa. Et c'est des choses qui sont pas faciles parfois, parce que tu sais, les tournois, parfois, c'est dans des endroits un peu. T'as pas forcément la salle de muscu, t'as pas forcément de quoi t'échauffer, t'as pas l'espace même parfois pour courir ou quoi, à part si tu vas dehors, mais bon, est-ce qu'il fait beau dehors? Donc c'est particulier et ça demande une toute autre préparation, quoi. Et est-ce que. À quel moment. Donc ça fait 10 ans que tu joues à peu près? Ouais, ça fait. Si on compte pas le pôle espoir, ça fait. Ouais, non, mon premier match pro, j'avais 17 et là j'ai 27. Et à quel moment t'as mis le 3-3 dans ton basket? Alors, mon tout premier tournoi 3-3, je crois que j'avais 19 ans. C'était l'été de mes 19 ans. Je revenais d'une blessure au genou et je cherchais un peu de la compète. Et c'était au Stadium de Toulouse, c'était un Open Plus à l'époque, qui qualifiait pour l'Open de France. J'arrive, première fois que je fais du 3-3, je gagne l'Open Plus, je me qualifie pour l'Open de France, sauf qu'à l'époque, c'est vraiment pas un priorité. T'étais déjà pro ou t'étais encore. Ok. Ouais, j'avais un contrat aspirant ou ok. stagiaire. Mais je venais de me faire opérer du genou, je revenais. Et donc après 6 mois, arrive l'été, et je cherchais un peu de compète sur la fin de l'été pour pouvoir me remettre en rythme. Et donc j'ai fait ça. Et comme c'était pas du tout en priorité, l'Open de France, j'ai dit bah non les gars, j'ai des vacances et tout, j'y vais pas. Et voilà, c'était un tournoi par-ci avec les potes par-là. Et quand est-ce que c'est vraiment devenu sérieux? C'est à l'été 2020. Où, post-Covid? Ouais, post-Covid, à l'Open de France à Nantes. Alors là, c'est une histoire un peu longue, mais je pense qu'elle est importante. Je vais au tournoi qualificatif avec une équipe. Une équipe vraiment faite au dernier moment. On dit, bah vas-y, on tente et tout. Donc c'est la veille de l'Open de France. Donc j'arrive l'avant-veille de l'Open. Et Antoine Eto'o qui m'appelle, que tu connais. Il me dit, écoute, ouais, on fait l'Open de France, mais on a un gars qui a le Covid. On sait que tu es à Nantes et tout, est-ce que tu veux pas le faire avec nous? Moi, je dis, les gars, c'est très loyal, fidèle. Je dis, les gars, j'ai mon équipe et tout. Si je me qualifie avec mon équipe, non. Bon, par contre, si on se qualifie pas, garde-moi la place. On se qualifie pas, on perd le premier match contre les Néerlandais. Et du coup, plus d'espoir de qualification après. J'appelle Antoine, je dis, écoute, je suis avec vous. Le lendemain, on joue l'Open de France, on gagne l'Open de France. Donc, premier titre en 3-3, alors que j'arrivais un peu de nulle part. Avec Antoine Eto'o, Angelo Tsagarakis et Johan Passav-Ducteuil. Okay. Et qu'est-ce qu'il y a dans les tribunes ce jour-là? Karim Souchu et Richard Bihan, les sélectionneurs de l'équipe de France. Ils viennent me voir à la fin et ils disent bon, est-ce que ça t'intéresse d'intégrer un peu le groupe élargi, le circuit 3-3, tout ça? Et comme ça, de fil en aiguille, après j'ai fait un stage équipe de France, première sélection, Coupe du Monde, Coupe d'Europe, voilà, jusqu'au rêve de JO cet été, quoi. Là aujourd'hui, tu as ces médailles de bronze, c'est ça, en 2022? J'ai médaille de bronze en 2022, ouais. La Coupe du Monde. Et est-ce que, du coup, ouais, t'as peut-être pas fait assez d'années de carrière avant le 3-3, mais t'as senti une différence dans ta façon de jouer en 5-5 quand t'as commencé le 3-3? De ouf. Et j'ai même des coachs qui sont venus me voir et qui me l'ont dit. Ils me disent le 3-3, ça te fait du bien. Parce que, tu sais, moi j'ai un rôle un peu de besogneux dans le 5-5 ou un peu de travail de l'ombre parfois. Et en 3-3, tu peux pas faire ça. Tu peux pas te cacher, tu peux ouais, pas, c'est ça. être 3 joueurs sur le terrain, tu es obligé à un moment donné de te montrer un petit peu. Et du coup, j'ai appris un peu à faire ça. Et ça, j'ai su le ramener dans mon jeu 5-5. Ce qui a fait que j'ai pu gagner un peu en agressivité, en prise d'initiative. Et je pense honnêtement que je suis le joueur de 5-5 aujourd'hui, en partie grâce au 3-3. Ouais. Ah ouais? Ouais. C'est là tu fais une de tes meilleures saisons?
Ouais, je fais une de mes meilleures saisons. Si on regarde vraiment juste l'aspect statistique, Ouais. je fais sûrement ma meilleure saison en carrière. Donc moi, c'est l'objectif chaque année de faire la meilleure saison, meilleure que la précédente. Ouais. J'arrive Est-ce que tu as bien. plutôt réussi de ce que j'ai vu? C'est à peu Ouais. près croissant. Ouais, c'est ça, c'est croissant. J'ai vu qu'en moyenne de points, mais c'est assez. Ouais, je suis monté à Pau. Mon arrivée à Strasbourg, j'ai marqué un petit coup d'arrêt, comme presque normal, parce que tu passes dans une équipe qui joue un peu mieux. Il y a une Coupe d'Europe, etc. Et du coup, j'avais un rôle moindre, mais j'ai su, pareil, gravir les échelons dans cette équipe jusqu'à aujourd'hui, le capitanat et faire des stats correctes, quoi. Et ouais, c'est vraiment l'objectif de chaque saison. C'est par curiosité, j'ai jamais demandé ça à d'autres, mais tu dis que je connais Antoine Aito. Qu'est-ce que tu connais de ce que j'ai fait? C'est pas une interrogatoire, mais c'est pour savoir à quel point les pros peuvent voir passer les contenus que je fais ou que d'autres font. Même moi, ton contenu, je le vois surtout à travers tout ce que tu fais avec Puma. Ouais. Et tous les athlètes Puma, parce que forcément, la Puma Femme, on reste un peu connecté, ça communique, etc. Et ouais, j'avais ce souvenir il y a un petit moment, je pense, tu avais fait la vidéo avec Antoine, Ah ouais, parce que tu venais de faire ton terrain. Oui. C'était ça, hein. Exactement. Tu venais de faire ton terrain Ça, c'était et du coup, 2020, tu l'avais invité ouais, exactement. et vous aviez parlé et tout. Je me rappelle du Antoine, vu quoi. passer, Et ok. je me rappelle d'une question, la question la plus con, hein. Je pense, je sais pas si ça te vient quand je te dis ça. C'est est-ce qu'on peut faire du sexe un jour du match? Oui. Vous aviez posé mais cette alors question. ça c'était. C'était autre chose? Alors est-ce que c'était dans cette vidéo-là? Oui, non, si, bah si, Ouais, parce il me qu'en plus, semble, hein. je l'ai pas mis dans la vidéo, mais en plus il me dit, bah si tu veux, Ah ouais, non, Antoine. ça on le mettra pas. Ça, on coupe, ouais. Mais alors, bah, je te retourne la question, parce qu'en fait, moi j'ai une vraie théorie là-dessus. Et je me rappelle très bien de sa réponse. Moi, la condition, c'est avant la sieste. Ok. Après Après, la t'es sieste. dormi entre les deux. Après la sieste, Donc fini. on est d'accord que ça te coupe les jambes, sinon. Enfin moi en tout cas, c'est les jambes, c'est. C'est un risque. C'est Ouais. pas une certitude, mais c'est un Ouais. risque. Alors je saurais pas expliquer médicalement ce qui se passe, Ouais. et ça m'intéresserait si des gens ont la réponse. Mais il y a une sorte de décoordination. Ouais, peut-être une Euh, question d'hormones, tout ça. Je ouais, suis un peu là-dessus en ce et- moment, en plus, en kiné, donc. Mais non, en Ça vrai, ça m'intéresse. s'il y a des avis médicaux là-dessus, ça m'intéresse de fou de savoir d'où peut venir ce phénomène. Mais c'est marrant que c'est Ouais. cette question qui t'est marquée. Ouais, parce que Mais évidemment, ça si je la pose pas à correspond, Antoine, je la pose à qui, tu vois? ça correspond tellement à Antoine, ce Oui. genre de questions. Il m'écrit, enfin on est proches, il m'écrit tous les jours, tous les matins, il m'écrit en ce moment. Et il me dit quoi? Il me dit une finale, ça se gagne. Tous les jours, il fait copier-coller. C'est drôle. Comme je joue la finale samedi de la Coupe de Ouais. France. Bah, on sera là. Ouais. Je suis désolé, j'aurai un maillot de Dijon, mais parce que Oh, c'est wow. ma ville et ma fille. On peut arrêter l'interview. Mais en tout cas, Noé sera derrière la caméra pour filmer. Ok. T'es de Dijon? Bah, je me suis installé à Dijon. Noé est de Dijon. Ok. Je me suis installé à Dijon et c'est juste que voilà, j'ai fait pas mal de vidéos avec les joueurs de Dijon à l'époque. Ok. Et ils m'ont proposé d'être un peu leur supporter VIP. Mais Cool. moi, je travaille pas. Enfin, on a une boîte de prod qui est Oops Ouais. avec Noé. Mais là, je travaille pas pour ma boîte. Là, je travaille pour Oopsidia, la partie on va dire influence, et je dois faire des contenus pour les machines à shoot Dr Dish Ok. qui auront un stand là-bas. Mm. Ils m'ont envoyé d'ailleurs une machine. Et Lourd. donc le deal, j'ai dit, bon, moi je peux pas la mettre dans mon appart, mais en gros, je suis allé voir le gymnase où il y a notre club à côté. Mm. J'ai dit, vous me donnez 2 créneaux par semaine et je vous donne la machine. Et moi, j'ai 2 créneaux à moi avec un badge. Et là, Ah ouais. j'ai fait une Trop heure bien. de 600 shoots pendant 1 heure non-stop. Je suis très content. C'est C'est cool, incroyable. J'ai jamais fait. C'est vraiment. C'est un bon deal, ouais. Ouais. Et du coup, on sera là samedi. Donc en vrai, on aura de bonnes raisons que ce soit Dijon ou Strasbourg qui gagne. On sera content. Ouais, carrément. Mais bah, c'est intéressant. Comment tu abordes le match de samedi? Est-ce que c'est un match de plus? Est-ce que c'est un peu important quand même? Ouais, voilà, c'est ce qu'on disait juste avant. Il y a toujours une petite notion de pression. Là, à Bercy, je l'ai vécu à 2 ans. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, une finale de Coupe de France. Quand je suis rentré dans Bercy, plein à craquer. Il y a un petit truc. Quand même, quoi. Et pour l'anecdote, juste avant nous, il y avait la finale Bourges Basketland. Mhm. Et il y a eu 2 prolongations. Donc, Oh, ça te retarde le moment. ça plus. retarde le moment et à la fois, j'ai eu le temps de m'habituer un peu à l'atmosphère. Donc, ça allait. Non, forcément, on le prépare comme les autres, mais on ne le vit pas de la même manière. Parce qu'il y a vraiment ce truc de l'enjeu. Enfin, moi, j'ai pas de titre encore. Ça fait 10 ans que je joue en pro, j'ai pas de titre. Et vraiment, je commence à avoir faim de ça. Et là, de me dire que je le touche du bout des doigts, ça m'excite un peu. Ouais. Tu peux nous dire un peu tes échéances et les enjeux qu'il y a cet été? Alors, les échéances de l'équipe de France 3-3, c'est 2 tournois qualificatifs olympiques. Un premier au Japon
où je suis sûr de ne pas participer parce que je suis encore engagé en 5-5 avec la SIG. Et un deuxième, si on ne se qualifie pas au premier, un deuxième en Hongrie, à Debrecen. Si jamais j'ai plus rien à jouer avec la SIG en toute fin de saison, peut-être que je pourrais partir, je serais libéré un tout petit peu plus tôt. Et derrière ça, bah, évidemment des JO, j'espère. Parce qu'aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a pas de JO. Pour l'instant, il n'y a pas de JO. Pour l'instant, il y a des JO pour les filles, Ok. mais pas pour les gars. Donc après, si on se qualifie au JO, bah, ça va être prépa tout l'été, ça va être des tournois, ça va être des stages pour préparer cette échéance qui est majeure, quoi. Ce serait quand même beau que ton premier titre soit olympique. Ouais, bah, c'est exactement ce que m'a dit Karim Souchu. Il m'a appelé hier, il m'a dit exactement ça. Enfin, ce sera le deuxième après samedi, mais J'espère. j'espère. Ouais. Ok, et ouais, le mindset, il est vraiment différent quand c'est olympique ou... Enfin, tu sais pas, du coup, tu Je as sais peut-être jamais pas. fait, mais... J'espère que non. Parce que en fait, on entend souvent les gens dire ouais, je veux faire les JO, je veux faire les JO, mais faire les JO c'est bien, mais il faut performer aux JO. Et j'avais cette discussion avec Marie-Ève Paget, donc qui est en équipe de France 3-3, qui a fait les JO de Tokyo, et je crois qu'elles font 4e. Et en fait, elle disait ouais, c'est cool, j'ai fait les JO, maintenant je veux une médaille, et pourquoi pas un titre. Et en fait, moi, j'ai pas envie de passer. Si j'ai la chance de faire les JO, c'est tellement exceptionnel, et je me dis c'est peut-être la première et la dernière fois, j'espère pas encore une fois. Mais si c'est le cas, j'y vais pas pour faire la figuration, quoi. C'est ça aussi le mindset que j'aimerais avoir. Non, mais on tombe dans ce truc. Ouais. Ah, c'est les JO, Oui, j'y t'as l'impression que suis. t'es arrivé... En plus, là, c'est à Paris. Alors, je dis pas que les gens, ils arrivent, ils sont en détente sur le terrain, forcément. Mais je veux vraiment travailler ce mindset-là, que ce soit moi ou, si j'y suis, ou l'équipe qui est avec moi. La destination des JO, elle rajoute une pression supplémentaire? Peut-être. Une pression, une excitation, parce que tu sais que le public sera derrière toi. Et ça c'est Ça, cool. tu l'as jamais dans le 3-3, quasiment. Enfin, Ouais, à part quand tu joues en France. Ouais, mais quand tu joues à l'international, Ouais, quand tu joues à l'international, au Japon, il n'y a personne pour Non, non, c'est clair. À part si vraiment le public, pour une raison ou pour une autre, c'est prise d'affection pour toi. Ouais. Mais ouais, en général, c'est assez rare. Le public est plutôt neutre. Et c'est vrai que ça peut être vraiment sympa. Je sais que Antoine, par exemple, a vécu avec la Coupe d'Europe à Paris. Ouais. Franck Seguela aussi, on a pu en discuter. C'est assez incroyable et j'aimerais vraiment beaucoup vivre ça. Et aujourd'hui, c'est envisageable que tu y participes? Ouais, c'est envisageable. Ou Après, c'est encore un principe de... Je sais pas comment ça fonctionne, t'es En fait- appelé ou c'est... en fait, déjà- c'est comme des sélections équipe de France, enfin des présélections. Tu pars avec un groupe élargi et au bout d'un moment, tu as un cut, Ok. tout simplement. Tu es en concurrence avec d'autres joueurs. Moi, je suis assez performant en 3-3. Pour autant, il y a des joueurs qui sont spécialisés là-dedans, de 3-3 Paris, qui font ça vraiment toute l'année. Donc, tu vois, le switch, les réflexes, Ouais, les attends, il y a habitudes. qui est pas en 5-5? Bah alors, Franck Seguela, Il fait plus que du 3-3 là? ouais. Ok. Je sais pas si tu vas connaître tous les noms. Alex Villaré, Ouais. Alex Egalenc, Jules Rambaud, Vincent Foch et Paul Joko, qui est strasbourgeois Oui, aussi. ok, bah, Et je donc, croyais qu'il jouait encore non, un peu en 5-5. Ça fait 2 ans qu'ils sont à fond Ok. 3-3. Donc c'est un avantage, tu vois. C'est un vrai avantage qu'ils ont. Mais ce qu'il y a de bien dans le 3-3, c'est qu'il y a une ambiance vraiment familiale et même quand il y a de la concurrence, c'est vachement sain. Ouais. Est-ce que tu as déjà été dans des groupes pour l'équipe de France 5-5? Non, c'est vraiment Parce l'objectif. que je me demande de l'ambiance un peu quand... tu sais que tu vas te faire cut et... Ouais, écoute, je suis assez proche de Paul Lacombe Ouais. à la SIG et du coup j'en ai un peu parlé parce que c'est vrai que Paul c'est un peu quelqu'un que je regardais jouer avant parce que j'aime beaucoup son jeu, Il a quel âge, l'équipe Paul de France. Paul il a 33. Ok. Et du coup on en parle beaucoup et il dit aussi que l'ambiance est quand même assez cool. Mhm. Vraiment, le fait de se retrouver pour représenter ton pays, qu'avec des gens qui ont la même culture que toi, au final ça se passe en général plutôt bien, il n'y a pas trop de trucs malsains ou quoi. Ok. Ouais. Et c'est une question que j'avais posée à Rudy Gobert, je me rappelle, parce que je lui avais dit, bon, ça doit être spécial parce que tu chases le rêve de la NBA toute ta vie, et en fait, le jour où tu es drafté, c'est comme si tout devait recommencer parce que c'est pas une fin en soi de se faire drafter en NBA, tu vois. Et donc tu dois avoir faim, comme tout ce qui t'a fait arriver jusqu'à la NBA, et comment on se remotive après ça. Donc, à ton échelle, bah voilà, tu es sélectionné en équipe de France 3-3. C'est peut-être un objectif ou un rêve. Ouais. Ou il y a peut-être plus de rêve quand on est joueur pro, mais en tout cas, on a des objectifs. Comment tu arrives à aller chercher encore plus d'énergie pour être le meilleur de cette équipe de 3-3 France, tu vois? En fait, je pars du principe, ce que je disais avant, c'est d'essayer de progresser chaque année. Et peut-être qu'un jour, je ne progresserai plus. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la carrière que j'ai eue, et comme je te disais, mon éducation en termes d'ambition, etc.,
je serais satisfait. Je me dirais, ok, ça c'est mon niveau max, je l'ai atteint, j'ai tout fait. Mais le principe de base, c'est d'essayer de ne pas avoir de regrets. C'est-à-dire que si je plafonne parce que je bosse plus, parce que je fais pas attention à mon corps et tout, bah là j'aurai des regrets. Si pour autant j'ai tout donné, tu vois, je bosse avec un prépa, je fais attention à ce que je mange, je m'entraîne autant que je peux, tant que c'est sain pour mon corps. Et si même avec tout ça, je plafonne, là je me dis ok, c'est bon, j'ai découvert mon niveau. Et en partant de ce principe-là, je pense que tout le monde peut progresser et atteindre son potentiel maximum. C'est ça l'objectif. Toi, tu penses que tu pourrais tomber dans le bon, je suis sélectionné pour les JO à Paris, c'est déjà une étape. Ou alors, est-ce que tu peux le prendre pour acquis un peu vite? Ou c'est un biais que tu aurais ou toi, c'est médaille ou rien? Non, ouais, tu vois, moi, c'est vraiment faire une compétition pour faire une compétition, ça m'intéresse pas. Et encore une fois, je te donne tous les scénarios. On fait pas les JO, j'aurai encore plus faim de faire les prochains. On fait les JO, on fait pas de résultats, j'aurai envie de performer. On fait les JO, on est champion olympique. Et j'ai envie d'être encore champion olympique. Qu'il n'y ait personne d'autre qui puisse dire qu'il est champion olympique pendant 8 ans, t'imagines? Ouais. Donc, non, l'histoire, c'est de toujours avoir faim et de jamais avoir de regrets, quoi. Ok, je crois que c'était une très belle façon de terminer cette interview. Est-ce qu'il y a des choses que... Alors, avant cette interview, tu m'as dit que c'était assez libre et qu'il n'y avait pas forcément des sujets que tu voulais aborder en particulier, mais si tu as des choses à dire ou à me dire... Non, je pense que tu as raison. Finir sur ça, sur le fait de ne pas avoir de regrets, c'est quelque chose que je dis beaucoup, même quand je passe dans les écoles et tout, quand je parle pas forcément de basket. Quoi qu'on fasse, je pense que c'est important d'avoir ce mindset-là. Sport, pas sport, tous les projets possibles. Et finir sur ça, je trouve que c'est cool aussi. Ouais. C'était une très belle morale. Merci à ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à Puma qui nous regarde et qui est autour. Merci à Tao, mais attends, c'est pas Puma ça. Merci à tous. C'est des interviews qui sont vraiment importantes parce qu'en fait, tu vois, quand j'ai commencé ma chaîne et tout, j'ai jamais été à l'aise avec l'image du youtubeur, tu vois. Parce que déjà, plein de gens rangent plein de télé-réalités dedans, et tu vois, McFly, Carlito, tous les trucs comme ça. Je me retrouve pas là-dedans, et bon là je vais avoir 32 ans, donc ça fait 8 ans que je suis dans le décor quand même, donc je commence à vieillir un peu, et je commence à pouvoir avoir des discussions un peu moins fan-joueur avec les joueurs. Déjà parce que je suis plus vieux que la plupart des joueurs que j'interviewe maintenant, alors qu'avant j'avais leur âge ou moins. Et du coup, tu vois, ce format-là qu'on fait avec Puma, c'est pour moi l'occasion d'avoir des vraies discussions d'homme à homme ou d'homme à femme, et pas de fan à joueur, tu vois. Mais moi je trouve que c'est le mieux. Ouais, tu vois, vachement plus à l'aise, tu vois. On boit un café, on discute, c'est pareil pour moi, quoi. Tu vois, et c'est ça qui est important, et je pense que tu as bien capté la vibe, et je pense que c'est pour ça que ça marche aussi, quoi. Trop cool. Merci beaucoup, et rendez-vous à l'épisode 6 avec Andrew Albici à Gran Canaria.